Bonjour à toutes et à tous, surtout à toutes bien évidemment. Dans cette vidéo qui risque d'être assez longue, je pense, parce que je devrais avoir pas mal de choses à dire, on va traiter d'un sujet qui est parfois dénigré ou pas pris assez au sérieux par les joueurs, à savoir la tactique. Et pourtant c'est un bien vaste sujet sur lequel il y a bien des choses à dire. La tactique. Alors, autant la pétanque est un jeu assez simple, voire basique ou binaire, à toi, à moi, j'ai envie de dire, il faut faire jouer l'adversaire. Autant la tactique n'est pas quelque chose de si simple à gérer. Et pourtant, certains joueurs diront, bon, de toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à faire que des carreaux, et c'est pas compliqué, tu peux pas perdre une partie. Et oui, c'est vrai, si tu fais que des carreaux, ça va être dur de perdre, mais ça, c'est la science-fiction. Et je ne connais pas de joueurs extraterrestres qui non seulement font que des carreaux, mais ne serait-ce que tapent toutes les boules. Ça n'existe pas. Donc, il va y avoir une dimension tactique dans les parties, et je vais, toujours de manière très structurée, exposer mes thèses, qui sont toujours que mes thèses, bien sûr, sur les aspects tactiques du jeu. Alors, pour moi, ce qui va être prépondérant et ce qui va initier en fait la tactique, ça va être le type de terrain. En effet, on ne va pas jouer sur un terrain sablé où on va tomber 20-30 devant et faire que des carreaux tactiquement, comme si le terrain était du chewing-gum et qu'en tombant 10 devant, on n'en attrape pas une. Donc déjà, ça, pour moi, ça va être fondamental. Et ce qui conditionne en premier la tactique, ça va être le terrain, toujours. On va beaucoup plus pointer, évidemment, sur des terrains difficiles à tirer, évidemment. Donc des terrains qui ne ramassent pas. Et on va beaucoup plus tirer sur des terrains sur lesquels on aura tendance à faire beaucoup de carreaux. Et à l'inverse, il y a des terrains qui sont plus propices au tir qu'au point, dans le sens où ils peuvent être compliqués au point, parce que la nature du terrain fait que c'est compliqué, il y a des cailloux ou autres, mais qui restent quand même assez faciles au tir. Donc là, dans ce cas-là, c'est pareil, on est plutôt orienté vers le tir, et toujours vice-versa, évidemment. Voilà, donc ce qui va d'abord conditionner la tactique, à mon avis, c'est le terrain. Mais c'est aussi, bien évidemment, les conditions de jeu. Alors j'entends par conditions, il y a tout un tas de critères dans les conditions de jeu. Il y a la météo, bien sûr. S'il fait moins 10 ou bien s'il tombe des cordes, ça risque d'être beaucoup plus dur de tirer, par exemple, que lorsqu'on est en plein été et qu'on est très bien en t-shirt. Donc les conditions. Le type de partie, évidemment, les grosses parties ne se gèrent pas comme les premières parties de poule, par exemple. J'entends par grosses parties des finales de championnat ou des parties importantes de gros concours. Donc tout ça, il faudra le prendre en considération, évidemment. Le public, évidemment, aussi a son importance. Beaucoup de joueurs perdent leurs moyens face à du public. Donc les conditions, le type de partie, j'ai envie de dire, ça va être très important. Et enfin, évidemment, la formation, à savoir qu'on ne joue pas forcément le même jeu en tête-à-tête qu'en doublette et en triplette. Et ça conditionne beaucoup de choses. Le triplette, comme il y a plus de joueurs, il faudra plus jouer en fonction de la forme des joueurs du moment, voire des spécificités et des caractéristiques des joueurs. Quand on a un pointeur de tête pur et dur qui tire très peu, on va orienter plus le jeu en triplette, par exemple au point ou même en doublette. Dans ce cas-là, effectivement, ou le jeu en mixte aussi n'est pas le même jeu qu'un jeu en senior souvent, car souvent, c'est pas une généralité évidemment, souvent les femmes sont moins aptes à tirer que les hommes. Pour beaucoup, bien sûr. Je suis pas misogyne, loin de là. Voilà, donc toutes ces considérations-là vont être à prendre en compte, le type de terrain, les conditions, le type de partie, la formation dans laquelle on joue, ça va conditionner la tactique. Parce que à la pétanque, il n'y a pas une tactique.
Il n'y a pas un choix possible. Il y a souvent plein de choix possibles. Et en cela, c'est un peu comparable aux échecs. Une première boule jouée au point, c'est se positionner dans le jeu. Et c'est important de bien la positionner. Est-ce qu'il est important d'être devant? Est-ce qu'il est important d'attaquer le bouchon? Si on passe derrière, est-ce que c'est grave ou pas? Bref, il y a toutes ces considérations-là qu'il faut avoir en tête. Ensuite, ça c'était mon point numéro 1. Le point numéro 2, bien sûr, ce qui va compter, il faut savoir compter, c'est la boule d'avance. Quand on joue avec 6 boules contre 6, il faut toujours avoir en tête le nombre de boules qu'a l'adversaire par rapport au nombre que nous avons nous. Ça c'est la base, hein. C'est vraiment pour les débutants, c'est vraiment ce qu'il va falloir prendre en considération et se dire que l'adversaire est toujours apte de faire le maximum avec ses boules aussi, et prévoir aussi les coups, mais ça j'y reviendrai. Voilà, donc compter les boules c'est très important, il ne faut pas se tromper. Moi-même des fois je me trompe sur, je croyais qu'on avait une boule en plus ou en moins, bref, et il faut toujours avoir le nombre de boules, jouées et à jouer en tête. Ça conditionne évidemment la tactique. Alors la tactique, c'est est-ce que je pointe, est-ce que je tire, est-ce que je joue un coup particulier, voilà. Donc après, il y a plein de choix possibles encore. Donc les deux premières boules de poing, comme je disais, c'est un peu comme les échecs, sont souvent très importantes dans une main et conditionnent la main. Alors bien sûr, ça va dépendre du type de terrain, ça va dépendre du type d'adversaire, mais sur des terrains par exemple excessivement roulants, j'aime bien que mes partenaires, lorsque c'est pas moi qui pointe, mais j'aime bien que la première boule soit plutôt devant sur les terrains très roulants. Pourquoi? Parce que si on est sur un terrain roulant, en général, ce n'est pas un terrain à l'envoi, par exemple. Et l'avoir devant et dans le jeu, bien sûr, ça construit en fait le jeu. Ça fait le jeu. Et c'est toujours appréciable. Donc ça peut être la première ou la deuxième. Et je trouve que faire le jeu, construire le jeu, c'est quelque chose de très important et qu'on n'a pas assez en tête. Pour moi, le jeu se construit par le point. Encore une fois, ça dépend du type de terrain sur lequel on joue. Mais le point, c'est quelque chose qui tactiquement est fondamental. Parce que c'est, à mon avis, c'est par le point que tout se passe. On peut gagner une partie en pointant tout, sans jamais tirer. En tirant tout, c'est beaucoup plus rare, par exemple. J'ai jamais vu ça. De toute façon, on est obligé de toujours pointer. Si on a marqué, on est toujours obligé de pointer la première boule. Mais on peut à la limite la pointer n'importe où et tirer de partout ensuite. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, je l'ai dit. L'adversaire également, c'est quelque chose qui va être important et prendre en considération. On va pas en général choisir la même tactique face à un très gros adversaire et face à un adversaire qu'on considère beaucoup plus moyen. J'entends par très gros adversaires les équipes du très haut niveau dont on sait qu'ils vont taper 8 boules sur 10 par exemple avec 3-4 carreaux. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir. On va pas jouer les mêmes jeux évidemment par rapport à l'adversaire. Et on va essayer toujours de s'adapter par rapport à l'adversaire. Si on joue contre une équipe assez moyenne qui fait une boule sur 2, on va beaucoup plus pointer évidemment. Là aussi c'est du b.a.-ba, mais que contre, je sais pas, des Suchot, des Diane Rocher ou autres. Alors par contre, et ça je l'avais dit dans une vidéo précédente, pour autant, on ne va pas essayer de surjouer non plus. Ça c'est un défaut qu'on peut avoir lorsqu'on joue contre les grosses équipes, vouloir en faire trop. Il faut quand même rester dans l'objectivité. Ça, tous les joueurs ne sont pas aptes à le faire. Et avoir un bon chef d'équipe ou une bonne osmose d'équipe peut vraiment aider là-dessus, je trouve. Ensuite, évidemment, il va y avoir sa propre forme, alors sa forme individuelle, mais la forme également de ses partenaires, qui va conditionner la tactique. On peut être plus ou moins bien dans une journée. On peut avoir des moments où on est très très bien, en pleine extase, et puis des moments où la fatigue vous tombe dessus, là ça devient plus dur. Donc aussi, il faudra faire en fonction de la forme du moment. Ça concorde avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les conditions aussi. Voilà.
c'est évidemment quelque chose qu'il faut appréhender. Si on se sent très bien, on va pouvoir tenter peut-être plus de choses difficiles, alors que si on sent une grosse fatigue ou de la tension ou autre, dans ce cas-là, il va peut-être falloir jouer en fonction de ça. Donc, sa propre forme, c'est quelque chose d'important. J'en ai déjà parlé aussi, évidemment, le lancer du but. Donc je vous mettrai en référence l'article, enfin pas l'article, mais la vidéo que j'ai déjà faite sur le lancer du but. Le but peut être lancé de 6 à 10 mètres et ça fait une grosse différence au niveau tactique. Le but peut être lancé dans une donnée différente ou à sa main. Il peut être lancé vers les lignes de perte aussi, évidemment. Il y a plein de choix possibles. Et ça c'est quelque chose qu'il faut tout le temps penser quand c'est à vous de lancer le bouchon. On ne jette pas le bouchon n'importe comment. On le jette en relation avec l'équipe et à la distance qui convient le mieux à tout le monde et en accord avec tout le monde. Tiens, j'ai une anecdote à ce sujet au niveau du lancer du but. La première année où j'étais arrivé dans le Maine-et-Loire, j'avais fait la demi-finale en décidant par rapport à l'adversaire. En fait, donc là, c'était plus des choix par rapport à l'adversaire. La demi-finale, j'avais décidé de la jouer plutôt très longue parce que je savais que mon adversaire était plutôt fort et j'avais pris l'option de jouer très long, donc le plus long possible. Et à l'époque, on avait encore droit aux 3 lancers du but, donc ça permettait de jouer relativement long. Donc je jouais souvent quand c'est moi qui marquais. Et d'ailleurs, je marquais souvent, puisque de 1-6, après, je crois que j'avais gagné 13-6. Donc dès que j'ai pu prendre le but, j'ai joué long et ça a conditionné toute la partie, vous voyez. Et arrivé en finale, j'ai fait l'inverse. Je me suis encore adapté à mon adversaire et pour le coup là, j'ai joué très court, très court. Et là c'est pareil, j'étais mené 5-0 dans la partie finale du championnat tête à tête. Et en raccourcissant, eh bien, j'ai gagné 13-5, j'ai mis une tôle à l'envers en fait. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le but conditionne, le lancer du but conditionne vraiment la tactique et c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'appliquer à bien faire. Ensuite, alors ça j'en ai déjà parlé aussi un petit peu en passant dans une vidéo précédente, je trouve qu'il est important d'observer l'adversaire. Alors d'observer à la fois psychologiquement, mais aussi techniquement l'adversaire et de bien analyser à qui on a affaire. Pour peu qu'il y ait de la mésentente dans l'équipe, par exemple, pour peu qu'il y ait de l'énervement d'un des joueurs, pour peu qu'on voit qu'il est qui au point, il a du mal, un adversaire en particulier a du mal à envoyer d'une certaine manière, ou que par exemple on voit qu'il n'a pas trop de balancier, donc on peut penser qu'il peut avoir du mal à tirer long. Voilà, donc tout ça il faut vraiment l'observer, l'analyser, surtout si vous ne connaissez pas déjà votre adversaire évidemment. Si vous le connaissez déjà c'est plus facile, mais et le prendre en considération pour votre propre jeu. Déjà au niveau du lancer du but par exemple, je l'ai expliqué, savoir si on pense qu'un adversaire a du mal à jouer avec dans une certaine à l'envoi par exemple, et bon, on va essayer d'envoyer le bouchon où on est plus propice à envoyer les boules par exemple. Voilà. Enfin, bref, il faut vraiment penser à tout ça et bien observer et comprendre à la fois la psychologie et la technique de l'adversaire. Il y a parfois juste un coup qui peut faire tourner une partie et qui peut faire retourner l'adversaire en fait. Ça c'est j'ai déjà remarqué souvent. Vous êtes dominé parfois et puis vous tentez un coup un petit peu foufou ou autre, et ou alors vous avez un coup de chance aussi, ça peut arriver, et l'adversaire va switcher dans ce cas-là. C'est là où il faut le prendre à la gorge, j'ai envie de dire, et plus le lâcher quand c'est comme ça, si je veux parler de manière un peu tribale. Mais voilà, il faut vraiment être à l'observation tout le temps de l'adversaire. Et alors moi je suis pas contre également parler un petit peu, alors je dis pas embrouiller ni quoi que ce soit, mais on est dans un jeu aussi d'échange, et même avec l'adversaire, et c'est assez rigolo parfois de parler avec l'adversaire pour des raisons diverses, mais c'est voilà, et en parlant parfois avec l'adversaire, on peut parfois aussi analyser un peu plus sa psychologie parfois. Bref. Ensuite, ce qui doit conditionner la tactique,
puisqu'il n'y a pas en fait de tactique. Et jouer le jeu, pour moi, je l'ai déjà dit aussi, ne veut pas en fait dire grand-chose, même si évidemment il y a des cas où on se pose pas la question. Si on a un tir à 5 avec le point de l'adversaire, le point par terre, évidemment on va tirer à 5. Mais ce qui va conditionner la tactique, ce n'est pas que son choix à soi, et notamment quand on joue en équipe. L'exemple typique, c'est que vous n'avez vous-même plus de boule en main, votre partenaire a une boule en main, il a plusieurs choix possibles. Eh bien, la tactique, c'est pas vous qui devez la proposer dans ce cas-là. Vous devez juste dire à votre partenaire, écoute, fais ce que tu veux, c'est toi qui as la boule, fais ce que tu as envie de faire. Et ça aussi, je le vois trop souvent, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont excessivement directifs et difficiles à jouer. Il y en a un au Masters en ce moment, qui est, je trouve, avis tout personnel, mais insupportable à avoir joué, par ses expressions, par ses réflexions. Je ne vais pas le citer, comme ça j'aurais pas d'ennui, mais par ses réflexions, par le fait qu'il veut tout le temps décider pour les autres, même quand il n'a plus de boule, que si un partenaire loupe ne serait-ce que la moitié d'une boule, il va lui sauter dessus. C'est infernal, je trouve. Et ça va être vraiment fatigant de jouer avec un garçon pareil. Tout ça pour dire que la tactique, c'est également un choix qui doit être collectif, évidemment. Et ce n'est pas un joueur qui doit s'imposer. Et en cas de triplette, c'est la majorité qui doit l'emporter, et c'est la majorité qui doit dire on fait plutôt ça. Voilà, 2 contre 1, c'est pas. Mais dans ce cas-là, moi je ne pensais pas pareil que vous, mais ok, les gars, vous êtes 2, on y va comme ça. Ou inversement, écoute, là on est deux à penser ça, donc on va plutôt faire ça. Bref, la tactique, c'est pas quelque chose de tout établi. Il y a tellement de possibilités. Il y a donc tellement de possibilités que ces décisions qui sont à prendre doivent l'être de manière collégiale. Et ce n'est pas un joueur en particulier qui doit s'imposer pour imposer son propre choix et sa propre tactique, comme je l'ai déjà expliqué. Ensuite, ce que je peux dire encore sur la tactique du gendarme, il y a des moments par contre où lorsque vous n'êtes plus que être le seul à avoir des boules en main, eh bien il y a des moments où il va falloir prendre ses responsabilités aussi. Dans ce cas-là, autant quand vous n'avez plus de boules et que votre partenaire a lui ses boules en main, c'est lui qui décide, autant l'inverse c'est vrai. C'est-à-dire que si vous êtes il n'y a plus de boules, vous êtes le seul à avoir des boules en main et que votre partenaire vous dit bah, tiens j'ai envie de faire ça. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais dans ce cas-là, c'est à vous de prendre vos responsabilités et d'essayer, en tout cas, de faire ce que vous proposez. Et en l'occurrence, les partenaires doivent approuver ce choix toujours. Évidemment, même si c'est un choix audacieux, même si c'est... voilà. La tactique, ça vient également de l'envie. Si on a envie de faire quelque chose, en général, on a plus de chances de le réussir que si on n'a pas envie de le faire, ou si c'est un partenaire qui vous force à quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voilà, c'est aussi basique que ça. Et évidemment, dans tactique, il y a aussi côté relationnel et psychologie, je pense. Malgré tout, il faut être pragmatique. Alors, ce que j'entends par pragmatique, c'est que parfois... il faut se forcer à essayer de jouer un jeu en particulier parce que c'est le jeu justement et qu'en tentant et en réussissant ce que vous tentez, eh bien ça risque d'être beaucoup plus impactant que si vous ne le faites pas. Alors j'ai pas d'exemple concret en tête, mais je vais par exemple imaginer quelque chose. Vous n'êtes pas forcément trop bien au tir, par exemple. Vous arrivez en fin de main, vous avez le point par terre et vous tirez à 3 de plus, quel que soit le score, on va dire 5-5, peu importe. Voilà, le pragmatisme impose de tirer, même si c'est une boule qui est à 1,50 m ou autre, et vous êtes sûr de mettre le deuxième, pour tirer à la joue, pour 3 de plus en l'occurrence, il faut tirer, quoi. La question ne se pose même pas. Donc même si vous ne sentez pas trop l'affaire, eh bien il faut quand même essayer de se mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour répondre quand même à la tactique du moment. Évidemment. Par contre, il faut que ça vienne de vous, encore une fois.
C'est pas à votre partenaire ou à vos partenaires de vous dire ah non, fais-le absolument, fais-le absolument. Il faut que ça vienne de vous. Voilà, mais le doute par contre est permis. Je sais que personnellement, je doute tout le temps sur les choix tactiques à faire. Hein. Et parfois, je demande aussi l'avis à mes partenaires. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, c'est aussi des choses que l'on peut faire. Et ça pareil, il faut avoir une bonne entente de l'équipe pour pouvoir se le permettre, évidemment. Ensuite, alors, il y a des choix qui peuvent être très audacieux ou très sécuritaires. Alors, où trouver la bonne balance, c'est compliqué, c'est vraiment difficile. C'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de règles. C'est selon chacun, évidemment, selon le moment. Par contre, il y a des joueurs qui vont tout le temps faire des choix audacieux parce qu'ils croient qu'ils vont tout réussir. Ou alors à l'inverse, il y a des joueurs qui ne sont pas du tout sûrs d'eux et qui vont jamais essayer quelque chose. Enfin, ils vont jamais essayer quelque chose parce qu'ils sont trop sécuritaires. Alors ça aussi, il faut travailler là-dessus dans ce cas-là. Dans un cas comme dans l'autre. Être trop sûr de soi, c'est pas bon, mais être trop sécuritaire, c'est pas bon non plus. C'est tout un contexte qu'il faut prendre en considération pour prendre la bonne décision tactique. C'est pas toujours simple. Vous voyez que ça peut être très complexe en fait, hein, la tactique, mine de rien. Pour autant, il y a parfois des coups même qui sont improbables que l'on sent. Alors ça, c'est assez inexplicable en pétanque. Ça m'est arrivé des tas de fois. C'est-à-dire que vous sentez vous-même un coup, ou alors vous sentez que l'adversaire va provoquer un coup, typiquement le contre ou un déplacement de bouchon ou autre. Et ça, vous le sentez avant que ça arrive. Et enfin, au moment où l'adversaire ou vous-même jouez, eh bien ça arrive effectivement. Ça, c'est assez inexplicable. Alors, c'est aussi des choses qu'on acquiert avec l'expérience de jeu, j'ai envie de dire. On sent les coups arriver. Et ça, c'est bien quand on ressent ça, parce que ça conditionne aussi les choix tactiques que l'on peut faire. Typiquement, j'ai un exemple tout bête, mais vous savez que l'adversaire a encore 4 boules en main, vous essayez de pointer, et là, vous sentez que vous allez embouchonner. Alors que si vous embouchonnez, vous allez prendre la balise. Donc dans ce cas-là, ça, il faut le sentir. Donc il faut conditionner son jeu pour ne pas embouchonner, évidemment. Et ça, il faut le penser. Donc il faut falloir jouer sa boule pour ne pas embouchonner sa dernière, par exemple. Bref, c'est un exemple. Hein, mais il y a des choses qu'on peut sentir, des coups qu'on peut sentir, et donc il faut les prévoir. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et donc, ça doit conditionner également vos choix tactiques, tout ça. Là aussi, c'est l'intuition, c'est un petit peu ce qui est inexplicable à la pétanque. Bref, c'est comme ça. Comme il y a des fois où vous êtes en super forme, vous rentrez en rond, vous savez que vous allez faire carreau, c'est comme ça, c'est la super forme. Bref, donc il faut jouer tactiquement en fonction de ces moments-là aussi. Enfin, je terminerai par un défaut qui est maintes fois rencontré sur les terrains, c'est la maladie du tir au but. Alors ça, c'est terrible parce que le but est tout petit, il mesure que 3 cm de diamètre, donc c'est tout petit dans un rond, et qu'on n'est pas Dylan Rocher ou Philippe Quintet ou consort, et qu'on ne va pas tirer le bouchon ou le but à chaque voyage. Et ça, malheureusement, on ne le prend pas assez en considération. Et parfois, il y a des équipes qui se lancent à tirer au but dans des terrains difficiles, ou parce que voilà, c'est la fin de partie, parce que pour maintes raisons, et évidemment qu'ils le manquent, et qui perdent sur le coup, ou alors qu'ils jouent, après qu'ils pointent à l'arrière, et puis l'adversaire, derrière, il fait 2-3 trous, voilà, on avait pointé avant, si on avait pointé avant. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut aussi sentir. Alors, on ne peut pas être Nostradamus, c'est pas possible, on ne peut pas prévoir les coups malgré tout, ça c'est impossible, mais ça fait appel aussi au pragmatisme de se dire, même s'il faut toujours penser que l'adversaire a plus de chances de réussir son coup que de rater, il peut quand même le rater, et que même mal embarqué, une main, ça peut toujours se récupérer, ça peut toujours se faire retourner malgré tout. Il suffit à 1 ou 2 boules près, par exemple, manquées par l'adversaire pour retourner une main. Et je trouve que beaucoup d'équipes vont tirer beaucoup trop rapidement au but, et à leur dépens, je trouve. Bref, c'est mon avis. Là encore,
bien sûr, si vous êtes apte à le tirer 2 fois sur 10, libre à vous d'aller tirer le bouchon dans ce cas. Voilà, je vais finir par un récapitulatif de vidéos que j'avais faites sur des choix tactiques qui se sont présentés à moi dans différents concours, en différentes parties, avec donc des petits schémas qui vont vous expliquer comment était la situation, à quel moment était la partie, etc. Et mes options tactiques choisies en l'occurrence. Bien sûr, encore une fois, c'était des choix qui se sont posés à moi ou à mes équipes respectives. Donc il n'y a pas de règle et encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai fait un choix à un moment donné que c'était le bon choix. Hein. C'est juste des cas qui sont présentés à moi où j'ai donné mon avis sur ce que j'ai fait tactiquement. Voilà, je vous souhaite de très très bons entraînements. Je suis content parce que ma chaîne a son petit succès, ça fait plaisir. Continuez à vous abonner, continuez à en parler si c'est le cas. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. À bientôt et entraînez-vous bien. On a les boules noires. Terrain plutôt difficile. Il y a 9 mètres et 5 à 7 au score. Il vous reste plus qu'une boule en main et l'adversaire n'en a plus. Par contre, il a le point par terre. Il a les boules grises. C'est sa boule la plus proche qui a le point, donc il y en a 15, ça veut dire que la boule noire, notre boule noire la plus proche est plus près en fait que la boule adverse qui est présente. Dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, donc je vous laisse réfléchir un petit peu et après je vous présenterai le cas numéro 2. Maintenant, je vais vous présenter le cas numéro 2. Donc dans ce cas, cette fois-ci, le terrain est un peu plus facile, plus sablonneux, on va dire. Il y a 9 à 5 au score. Vous avez toujours les boules noires et 2 boules à 1 cette fois-ci. L'adversaire a par contre 2 points par terre. Donc là, c'est évident, on les voit bien, il a les 2 points par terre. Donc là, c'est pareil, je vous laisse étudier un petit peu les possibilités de jeu que vous avez. Alors dans les deux cas, on a plein de choix possibles en fait, c'est ça qui rend intéressant ces situations. On peut tirer une boule, on peut pointer, on peut jouer une refente, on peut jouer le bouchon, le but. Hein. Bref, on peut vraiment tout tenter. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette situation de jeu, c'est qu'on peut tenter beaucoup de coups. Alors personnellement, dans le cas numéro 1, j'ai pris la décision de tirer à la première pour frapper les deux boules adverses. Enfin, voilà, c'est le but, c'était de faire le ciseau sur les 2 boules adverses. Avec la boule noire courte et qui était dans le jeu, il était plutôt compliqué de gagner le point nature ou même de jouer le but. Surtout que le terrain ne s'y prêtait pas vraiment, c'était un terrain plutôt caillouteux. Par contre, en tirant au point, j'avais fort risque de contre et je pouvais en perdre 2. Donc je préférais ne pas tirer au point et plutôt tirer la première en fait. En faisant ciseaux, je pouvais marquer jusqu'à 5 points, même si vraiment l'adversaire jouait mal sa dernière. Et au mieux, enfin peut-être en gagner 2, enfin bref, il fallait que ça se passe bien, mais bon. J'ai donc tiré et j'ai fait un recul de 30 sur la première qui est passé par-dessus l'autre. Finalement, on s'en est pris un sur la main. Voilà. Le coup a été raté, enfin, le coup absolu était raté, mais bon, on en a pris qu'un. Dans le cas numéro 2, mon partenaire m'a conseillé, c'était en doublette, de tirer 2 fois. Mais par rapport à la situation précédente, le but était vraiment plus découvert et le terrain surtout plus facile pour pouvoir jouer ce fameux bouchon. Ou alors jouer une boule de refente, une boule, jouer un peu fort boule but quoi en fait. Hein. J'aurais pu tenter aussi une refente boule et bouchon. Et bien c'est ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs touché et me suis donné le tir au point. En faisant rentrer ma boule de derrière. Et j'ai fait une espèce de carreau espagnol, c'est-à-dire que j'ai pris la boule un peu haut, ma boule de tir a ensuite fait recul avec une de mes boules derrière, et du coup on a fait 2 points sur la main. L'adversaire a, enfin,
il restait une boule à l'adversaire, donc il a pointé sa dernière, il nous en a laissé deux en fait. C'était deux beaux points, c'était pas facile à gagner. Bon, ces deux exemples pour montrer que je ne réussis pas toujours ce que je tente d'abord, et heureusement, mais surtout car c'est ce qui est intéressant à la pétanque, il y a des phases de jeu où on peut en fait tout essayer. Il faut juste être persuadé de sa décision et être sûr qu'on a fait le bon choix et ne plus douter après. Une fois que le choix est fait, faut plus douter, vraiment tenter réellement ce qu'on tente sans avoir de doute. Voilà, c'est ce qui est intéressant dans ces deux phases de jeu où on pouvait tout faire. Eh bien, j'ai fait des choix, donc j'étais sûr. Voilà. Après, ils ont réussi ou non, mais j'étais sûr de mon fait, j'étais sûr de mes choix. Voilà. Des fois, je préfère presque que l'adversaire gagne le point de sa dernière. C'est plus simple à jouer, et voilà des exemples de fin de main à la con. Dans ce premier cas, on est en début ou milieu de partie, les seules boules dans le cadre sont celles présentes sur le schéma. Vous avez les boules noires, le jeu est plutôt sélectif à 9 mètres, vous avez le point par terre, deux boules en main et l'adversaire n'en a plus. Les trois boules devant sont plutôt de très beaux points. Qu'est-ce que vous faites ? Personnellement, je tire la boule de gauche. Le but peut se déplacer, je peux faire palais, voire même ça peut aussi aller contrer à l'équerre les deux boules de droite. En fonction de mon premier tir, j'avise quoi faire ensuite. Je ne suis pas pour pointer nature ou jouer le but car le risque de donner le point est trop important. Si par exemple on rentre la boule du bas, on peut se retrouver avec un tir au point très délicat, avec même le risque d'en perdre deux. Si je suis bien et que je me trouve avec un 4 au carreau, je prendrai peut-être le risque de tirer de ma dernière en fonction de mes sensations en fait. Dans cet autre cas, il vous reste 3 boules en main, toujours 9 mètres, dans un terrain plutôt difficile. Qu'est-ce que vous faites ? Partant toujours du même principe, je tire d'abord à droite. Mon idée étant de croiser avec le but ou de faire palais. Finalement, puisque j'ai vraiment rencontré cette situation, j'ai juste cadré, alors même si ma partenaire, on jouait en doublette mixte, n'était pas très confiante, j'ai ensuite tiré dans les deux boules collées. Uniquement parce que comme elles étaient positionnées, en tirant bien la première, la nôtre ne risquait rien. J'ai tiré bien droit et fait recul d'1,50 m en cassant les deux. Nul doute que si la position des boules avait été différente, je n'aurais pas tiré. Finalement, on en a fait 3. Dans ces cas délicats, toute la difficulté réside à choisir entre marquer peu ou tenter le gros coup en risquant de perdre la marque. Il faut faire appel à son intuition, sa réflexion et son envie. Cependant, je préfère souvent privilégier la marque avant tout, en commençant par risquer le moins possible, puis, en fonction de la manière dont ces fins de main s'amorcent, j'avise de la tactique.